Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Nos logements en 2030, en 2040, à quoi ressembleront-ils ? On s'installe, on visite tout de suite. Plan large sur ce plateau, je suis tout seul, donc ça veut dire que mes deux invités, ils sont là, ils sont derrière leur écran d'ordinateur. Vive le confinement, vive la double visioconférence, c'est parti. François-Xavier Geland, bonjour, vice-président de la Smart Building Alliance, auteur de La Maison Communicante, publiée chez Erol. Bienvenue. Nicolas Descombes, bonjour. Bonjour. Le PDG de Berthelot Construction. Alors, imaginons que vous me faites visiter un nouvel immeuble en 2040. Je pousse la porte de mon appartement. Qu'est-ce qui me surprend le plus, d'après vous, dans cet appartement en 2040 ? François-Xavier Geland, je commence avec vous. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'on ne verra pas du tout la technologie. Pour moi, le logement idéal, c'est un logement un peu, peut-être qui ressemble à celui d'aujourd'hui, mais en tout cas qui n'est pas bardé de capteurs, bardé de technologie. Par contre, il est bienveillant, il est sensible, il anticipe mes besoins, il prend soin de moi, et parce que voilà, il est technologique, mais on ne voit pas ces technologies. On ne voit pas la technologie, je reste avec vous, François-Xavier, mais quand même, on a fait la semaine dernière un débat autour du pouvoir de la voix. On commandera quand même beaucoup nos maisons, nos appartements, notre logement à la voix, d'après vous ? Oui, c'est vrai que la voix semble une interface entre nous et notre logement, ou nous et les équipements, assez idéale. Mais peut-être que, alors déjà, on peut imaginer que notre cerveau puisse directement piloter les choses. Donc ça, c'est peut-être une évolution qu'on peut attendre pour les prochaines années. Mais surtout, pourquoi piloter son logement en fait ? C'est-à-dire que là, on le pilote parce qu'on veut descendre des volets roulants, allumer un éclairage ou régler le chauffage. Mais si nos maisons deviennent réellement intelligentes, elles devront anticiper, elles devront s'adapter, elles prendront soin de nous. Donc finalement, on aura de moins en moins à la piloter. Donc oui, il y aura des interfaces, alors peut-être des écrans, des choses tactiles, évidemment. La voix, pourquoi pas. Et puis quelque chose, une maison probablement relativement autonome en fait. Elle va se débrouiller toute seule, elle va régler les problèmes toute seule. Quand on le souhaitera, on reprendra la main. Mais la plupart des actions se feront de façon tout à fait transparente, je pense. Nicolas Descombes, qu'est-ce que ça suppose comme défi dès la conception et pendant la construction de ces maisons connectées, de ces maisons intelligentes ? Excusez-moi. Alors, Ça suppose d'abord de revenir un peu en arrière sur la philosophie générale de l'habitat de demain. Réfléchir à l'habitat de demain, déjà, ça veut dire quoi ? C'est d'abord privilégier la question de l'habiter à l'habitat. Monsieur Jean disait tout à l'heure que le plus surprenant, ça serait peut-être ce qui se ne voit pas. Se ne verrait pas, eh bien, on ne verra pas forcément les adaptations concrètes du logement en y rentrant. Par contre, on saura qu'il est construit mieux et durable, qui pourra s'adapter, qui se sera adapté au mode de vie, qu'il apportera plus de confort. Parce que, et on devra, et là il y a un enjeu fort, on devra, et ça c'est évidemment dès la conception, on devra considérer que tous les occupants des logements de demain n'auront pas forcément les mêmes besoins, que les familles auront des besoins différents. Et donc, l'enjeu du début de la conception de la construction, c'est son sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus qu'un mot. Il faut que le sur-mesure, il prend son sens à travers l'adaptation des maisons de demain dans les évolutions des grandes lignes sociétales, c'est un fait, mais aussi dans les besoins différents des familles. mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des appartements à la carte ? Ça veut dire que on aura dans un même immeuble, plutôt que d'avoir 12 appartements sur 12 étages qui se ressemblent, chacun aura vraiment, dès la conception, imaginé son appartement, c'est ça ? Et peut-être que l'appartement aura plusieurs vies et sera plus modulable ? Exactement. C'est une question d'adaptabilité du logement, que ce soit un appartement ou une maison individuelle d'ailleurs. Je pourrais revenir tout à l'heure sur la question de l'appartement, de l'immeuble, mais pour répondre à votre question, on voit bien aujourd'hui pourquoi ce logement il doit être adaptable. C'est que on l'a vécu aussi très récemment avec les résultants de la Covid, notamment après le confinement.
la résultante de la Covid, même s'il y a un mouvement qui était déjà très engagé dans la personnalisation des logements, où les maîtres d'ouvrage avaient tendance à vouloir aérer un peu les volumes, aujourd'hui, il s'est accéléré avec le confinement, puisque les fonctionnalités des pièces, elles évoluent. Par exemple, les surfaces consacrées à la cuisine ont pris un peu plus de surface au détriment du séjour, parce qu'il y a une convivialité retrouvée des familles autour de la préparation des repas, par exemple. On a aussi des pièces à vivre, comme le jardin qui est devenu une vraie pièce à vivre et qui est en lien direct avec les pièces intérieures. Et donc, il y a une adaptabilité des cycles de vie aussi qu'il faudra tenir. Et ça, je vais vous interrompre une seconde parce qu'on a des petits problèmes de son et puis vous avez un chat dans la gorge, ça vous permet de boire un verre d'eau et de faire passer, ce chat. François-Xavier Geland, je reviens vers vous. Peut-être d'ailleurs, tiens, on n'a pas défini ce qu'était la Smart Building Alliance, dites-nous. Alors c'est une association, hein, on regroupe en fait tous les acteurs, il y a aujourd'hui près de 500 membres, donc il y a des constructeurs de maisons, des promoteurs, des bailleurs, des bureaux d'études, des chercheurs, des formateurs, des industriels, des startups. L'idée c'est de se mettre tous d'accord, travailler en collaboratif pour imaginer justement ces logements de demain et anticiper, faire en sorte que globalement on soit en mesure par exemple de répondre aux GAFA. Aujourd'hui vous avez vu que les grandes électroniques et de l'informatique s'intéressent beaucoup à nos maisons et on en a besoin, ils apporteront quelque chose, mais on ne veut, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que personne ne veut une maison Google ou une maison Facebook, quoi, hein. Donc tout ça ce sont des questions intéressantes en termes d'éthique, en termes juridiques et puis en termes technologiques. On est avant tout des gens de la technologie pour concilier, harmoniser un petit peu tout ça et mettre en place en fait des labels, des cadres de référence pour que les gens aient confiance en fait dans cette maison du futur. Oui, parce que c'est central ce que vous venez de décrire, François-Xavier Geland. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'en passant par une enceinte connectée, on avait un débat sur l'intelligence artificielle dans l'art en début d'émission, donc une enceinte connectée avec une intelligence artificielle peut-être de plus en plus puissante. Si l'intelligence artificielle, c'est celle de Google, il prend la main sur toute la maison. Donc il y a aussi une notion de souveraineté, d'une certaine façon, derrière votre démarche. Absolument. On travaille beaucoup là au niveau de l'Europe, hein. Je ne pense pas que ce soit un problème français, mais au niveau de l'Europe, il y a un vrai sujet sur la souveraineté de la donnée, sur la souveraineté des protocoles, faire en sorte qu'on ait une vraie réponse à nos modes de vie européens, qui ne sont pas les mêmes que ceux dans d'autres continents. Et cette souveraineté, elle passe par beaucoup de réflexions, en fait. C'est-à-dire que les technologies sont là, considérer que les technologies sont là. Par contre, le débat sociologique, éthique, juridique n'a pas encore eu lieu. Et là, il faut y réfléchir tous ensemble. Et la réflexion, c'est aussi, il n'y a rien de plus intime que notre habitat. Donc, quelle main, nous, citoyens, quel pouvoir on garde sur l'accès à notre intimité? Vous y réfléchissez aussi? Oui, c'est une très bonne remarque. C'est un cocon. C'est le dernier endroit où on peut se protéger, où on peut être sûr de ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, avec un assistant vocal, on a donné les clés de notre propre cocon à des gens qui ne sont pas forcément très, très scrupuleux. Donc il faut revenir à l'essentiel. C'est un cocon, donc je dois tout maîtriser. Je dois avoir confiance dans les données, je dois avoir confiance dans la confidentialité liée à ces données, je dois avoir confiance dans les équipements. Il y a quand même des équipements, il y aura des algorithmes, il y aura des choses intelligentes. Je dois avoir confiance dans ce bâti. Tout à l'heure, on parlait de construction, hein. On reste quand même dans quelque chose c'est le numérique et le béton. Donc c'est quelque chose de complexe, hein. C'est carbone et silicium. Il faut le concilier et il faut réfléchir à ce qu'on est prêt à accepter dans nos cocons. Et ça, c'est un vrai débat de société et c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la technologie. En fait, c'est l'humain qui doit se mettre à réfléchir sur est-ce que, à la limite, je veux de la décroissance dans mon propre logement, je veux plus de technologie. C'est peut-être le seul endroit où on pourra dire je veux plus de technologie, ou au contraire, je veux la maîtriser, je veux garantir ces résultats et je veux donc avoir confiance dans ce qui s'y passe.
Alors, je reviens vers vous, Nicolas Descombes, justement à propos des matériaux. Là, François-Xavier en parlait à l'instant. Si on se projette toujours dans le futur, alors il y a évidemment il y a un courant très fort dans le cadre de la transition climatique, de la transition énergétique. On sait que le secteur du bâtiment, de la construction est un des plus gros producteurs de carbone. Donc, il y a des matériaux alternatifs qui vont devenir les matériaux les plus utilisés, d'après vous ? Alors oui, il y a deux axes principaux à cette réponse du carbone. Le premier axe, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on aille, et ça c'est à imposer, qu'on aille vers des matériaux naturels et biosourcés, mais aussi au travers des circuits courts. On pense aux chanvre aujourd'hui qui se développent beaucoup de plus en plus. Le lin, l'argile est déjà utilisée en matériaux biosourcés. Par exemple, chez nous, on utilise depuis une quinzaine d'années la brique qui est cuite avec une énergie issue de la biomasse. Donc ça, c'est un premier axe de réponse à la surproduction de carbone. C'est utiliser des matériaux plus sobres en ressources et moins producteurs de carbone. Et puis, il y a un autre axe qui est très important aussi, c'est la question de l'économie circulaire concernant le développement durable. Je vais vous prendre un exemple concret pour illustrer ce point-là. C'est par exemple, nous, sur nos chantiers, depuis 2 ans, on a mis en place le tri sur site des chantiers et leur valorisation par la suite et leur retransformation en nouveaux matériaux de chantier. Et ça, pour vous donner un exemple concret, sur une année de production de chantier, c'est l'équivalent de l'économie en carbone de 10 000 foyers sur un an. Et donc là, il y a une vraie règle qui doit devenir la règle générale demain sur ces 2 points-là, si on parle de développement durable. Et là-dessus, je pense qu'aussi les politiques ont un rôle important à jouer pour accompagner le mouvement, plus dans la proactivité que dans la réactivité d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais citer l'exemple d'une société qui s'appelle Woodoo. C'est une société qui propose du bois et qui remplace la lignine, qui est une sorte de colle naturelle entre les fibres, par un polymère puissant. Et ce bois devient aussi résistant que le béton, mais avec une empreinte carbone 3 fois moins importante. François-Xavier Jolant, ça veut dire que, je reste sur les matériaux, on est dans une association de matériaux anciens, mais réinventés grâce à l'innovation, grâce à la technologie ? Oui, alors on pourrait être surpris, puisqu'on pourrait imaginer des nouveaux matériaux, mais on sent bien que voilà, le bois, il y a des matériaux qui, quand je parle de cocon, il faut retrouver aussi ce genre de dimension dans nos maisons. Et puis il y a le verre, parce que n'oublie pas, il y a des murs et puis il y a de plus en plus d'ouvertures dans nos maisons. Et le verre, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de fonctionnalité, en termes on peut capter la chaleur, on peut capter l'énergie, on peut afficher des images, on peut imaginer plein de solutions et là aussi peut-être des innovations. Il y a beaucoup d'innovations dans le monde du verre aujourd'hui. Donc est-ce que ça sera du verre organique, du verre naturel, du verre artificiel? Je ne sais pas, j'y connais rien en verre, mais ça nous, pour la Maison du Futur, on a plein d'idées. Donc là, il y a plein de choses à innover et à inventer, je pense. Oui. Et on peut même imaginer, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, je reviens à la question de l'intimité, des données, de l'accès aux données finalement produites par notre habitat. On pourrait imaginer avoir dans notre appartement, alors ça va dépendre évidemment de la superficie, mais un espace qui soit totalement justement déconnecté. Oui, je pense que une bulle, on parlait de cocon, ça peut être une bulle, et un endroit où il n'y aurait pas d'onde, où il n'y aurait pas de distraction au sens pollution du terme, et je pense que c'est des choses qui nous feront du bien, parce qu'on sera exposé à l'extérieur de notre cocon à plein de choses extrêmement agressives en termes de technologie, d'ondes, d'informations, et peut-être que dans nos cocons, on recherchera des choses effectivement très très déconnectées, c'est possible. Et je termine avec vous, François-Xavier. On a commencé par dire que finalement, peut-être que quand on rentrera dans notre appartement en 2040, on ne le trouvera pas tellement changé. Et l'aspect extérieur des villes, finalement, il y a quoi? Il y a peut-être 75-80% des villes de 2040 qui sont déjà construites. Donc est-ce qu'elles auront, elles aussi, un aspect très différent, forcément?
Alors, on parle beaucoup de verticalité, hein. On parle beaucoup de green, donc on sent bien que on voit des images d'ailleurs, hein, des villes du futur où on a l'impression que tout ça, ça va s'élever, un peu comme la tour Montparnasse, hein, qui va être complètement végétalisée, mais avec des choses acceptables au niveau écologique, évidemment, on en parlait tout de suite, mais aussi au niveau de la sécurité, au niveau de l'acceptabilité. Donc il y a cette verticalité, ça sera plutôt nouveau, parce qu'aujourd'hui, on ne dépasse pas quelques étages, on va pas très haut dans la plupart des villes en France en tout cas. Et puis beaucoup plus de végétal en fait. Aujourd'hui, on meurt de ce béton, de ce goudron, etc. Donc le végétal, oui, je pense, envahira nos immeubles, nos villes, et cette partie sera verte et à l'extérieur et probablement à l'intérieur. Mais globalement, je pense qu'on a besoin d'aller vers quelque chose effectivement de beaucoup plus durable à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ce débat qui était passionnant et pardon à nos téléspectateurs pour les petits problèmes de son récurrents que l'on a dû affronter pendant cette double interview en visioconférence. Allez, tout de suite, c'est Smart Move vélo et moto électrique.